Bonjour à tous, on se retrouve pour une énième fois au centre de BR Performance Paris en présence de notre ami Colin. Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Ça va, la forme? On est là parce qu'on vous avait promis un truc dans notre première vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur le lien qui est juste en dessous, on va vous le mettre, où on parlait de la Golf 8R sur laquelle on voulait partir sur un projet beaucoup plus… Véloce? Ouais, beaucoup plus véloce quoi, et partir sur un stage 3 du coup. Mais à l'époque, on avait parlé en fait de mettre, de laisser le turbo d'origine et de venir rajouter en fait ce qui nous manquait, c'est-à-dire une rangée d'injecteurs MPI. Donc ça, on va expliquer ça un petit peu après. Mais voilà, le but c'était de dépasser ces fameux 500 chevaux. Là aujourd'hui, c'est la grande surprise. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu nous as fait dessus du coup depuis? Alors du coup, donc la caisse en elle-même au niveau châssis n'a pas forcément beaucoup évolué. Par contre, au niveau mécanique, on a fait pas mal de progrès. On a donc réussi justement à implanter cette fameuse rampe de MPI qui nous permet d'apporter le fuel nécessaire pour alimenter le nouveau turbo. Après, on refera un petit récap en fait de ce qu'on peut proposer au grand public, de ce que nous on a fait là. Ça, on va le voir en détail. D'ailleurs, on va ouvrir le capot. Il y a toujours pas de vérin. Par contre, vous avez toujours pas de vérin. Vous avez toujours pas mis une option. Tu sais, les mecs, ils ont mis pour je sais pas combien de milliers d'euros dans la voiture, mais on s'est toujours pas dit tiens, on mettrait pas un petit 100 € pour le vérin. En termes de pièces, depuis le stage 2 sur lequel on avait fini notre précédente vidéo, qu'est-ce qu'on a ajouté exactement sur ce véhicule-là pour que ça fonctionne? Alors, la première chose qu'on a ajoutée, c'est donc cette fameuse rampe de MPI. D'accord. Avec un collecteur de Gen 3. La rampe de MPI, le capteur de pression BP qui nous permet justement de piloter la pression à l'intérieur du rail, chose qu'on n'a pas d'origine, donc qui est câblé aussi directement à l'écu, avec l'implémentation de tout le process de MPI, de gestion de la pression qui a été implanté dans l'écu. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. On a fini par y arriver et c'est un process dont je suis assez content parce qu'il reprend à 100% les méthodologies du CMOS 18, donc l'ancienne génération de CMOS. Parce que là, c'est un CMOS 19 du coup. CMOS 19, il n'y a pas du tout… la même stratégie. C'est surtout qu'il n'y a aucun modèle de CMOS 19 qui permet de piloter les MPI comme le CMOS 18 pouvait le faire à l'époque. Pour refaire juste plus simple pour les MPI, parce que des fois, c'est des termes un peu techniques, mais les MPI, en gros, c'est une deuxième rangée d'injecteurs, donc des injecteurs indirects, ceux-là. C'est ça, indirect. C'est les injecteurs indirects qu'on avait sur les anciennes générations et qu'on a perdu en passant sur ces nouvelles générations-là. Et donc, on avait un problème d'apport d'essence finalement, parce que les performances sont composées de deux choses, l'air et l'essence principalement, si on schématise en gros. Et donc, on était arrivé aux limites de la partie essence. Et donc, on est parti rajouter cette nouvelle rangée d'injecteurs qui nous permet d'apporter un surplus d'essence. Et le turbo va nous permettre aussi un surplus d'air. Donc, avec ça, on explose encore, on casse tout et on recommence. C'est le step supérieur. On recommence vraiment sur un step de 0. Après, ce qu'il faut bien comprendre en termes de limitation de fuel, c'est que on a toujours moyen, en fait, d'aller chercher un peu plus de performance. Mais nous, notre but, c'est toujours de garder une marge de sécurité. Il faut savoir que le calculateur d'origine, il surveille tous les paramètres moteurs en continu et qu'il y a certaines phases de fonctionnement, notamment les pleines charges ou à haute vitesse, où il va avoir besoin de protéger la mécanique. Pour protéger la mécanique, il va faire quoi? Il va juste rajouter de l'essence, parce que l'essence, elle permet de maintenir la combustion contrôlée, elle permet de baisser les températures. Et lui, son job, c'est de se dire, là, on est trop chaud, j'envoie de l'essence. Si on est déjà dans le réglage de base à la limite du fuel et qu'on peut pas en injecter plus, ça chauffe. Soit on est obligé de dégager le process qui est en charge de la protection, soit lui, quand il va vouloir protéger, il va demander à l'auto de fournir plus d'essence. Et si le fuel ne peut pas suivre, c'est terminé. Terminado. Donc c'est pour ça que nous, on se garde toujours une marge de manœuvre. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu absolument insérer cette rampe de MPI parce que ça me permettait d'avoir la marge suffisante pour pouvoir réellement calibrer le turbo de façon correcte. Je suppose que ça, quand même, ça a dû prendre du temps. Dans un premier temps, j'étais parti dans l'idée de repercer le collecteur d'origine. Il s'avère qu'en fait, la moulure du collecteur est pas forcément adaptée pour pouvoir repercer facilement parce que il faut que l'orientation de l'injecteur soit parfaite, il faut que la profondeur soit parfaite. Donc, j'ai préféré partir sur un collecteur de Gen 3 qui, en termes de volume, est strictement identique avec la rampe de MPI qui est plug and play. C'est des injecteurs spécifiques que j'utilisais déjà sur les Gen 3. Donc, c'est des injecteurs de moto
qui ont un spray qui est parfaitement adapté. Parce que il faut savoir que sur un injecteur, on peut avoir différentes formes de spray, différentes largeurs de spray. Le but ici, c'est vraiment d'aller envoyer l'essence directement sur la soupape, pas qu'elle vienne taper la paroi et qu'elle ruisselle ensuite et qu'après on ait des problèmes de combustion. Le plus gros du travail, ça a été c'est le cerveau, quoi. Le process. C'est très compliqué parce qu'il faut gérer à la fois les quantités injectées, les tailles d'injecteurs, la quantité de courant qu'on envoie à l'injecteur, et il faut aussi gérer le split. Ce qu'on appelle le split, c'est la quantité injectée par les MPI et les GDI. Et il faut toujours que l'écu soit capable d'ajuster entre les deux pour pas trop favoriser le MPI et garder un maximum d'essence dans la culasse pour que ce soit optimal. Ouais. Le MPI, ça a tendance à dégrader le rendement, en fait, si tu veux. Ouais. Sinon, ce serait trop facile. On mettrait 4 fois 1300 cc et on tournerait qu'avec les MPI. Mais la voiture, elle aurait plus rien dans le sac, quoi. Ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Tu peux nous dire à combien de pression tu peux emmener ce turbo-là, ou en tout cas à combien de pression toi tu l'utilises actuellement? Alors, c'est un turbo, d'après le constructeur TTH, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 2 bar 4, c'est-à-dire 3400 millibars absolus. Actuellement, sur ce setup-là, avec le bioéthanol, moi, je souffle qu'à 2 bar 1. À savoir que les concurrents au 98 sur des stages 3, ils sont déjà à 2 bar 4, voire certains même un peu plus. Nous, on a le bioéthanol qui permet de passer beaucoup d'avance, donc on n'a pas besoin de souffler très fort en fait. Donc ça permet, c'est un double effet, c'est-à-dire qu'on souffle moins fort, donc on fait moins d'IAT. Donc les IAT, c'est la température d'admission qui passe par l'échangeur. Donc ça permet d'optimiser le rendement. On fait moins d'EGT, c'est-à-dire que c'est les températures d'échappement qu'on mesure notamment sur ce turbo avec notre thermocouple. Donc c'est un double bénéfice de pouvoir souffler moins fort. Mais techniquement, aujourd'hui, si j'avais pas la limitation du bloc d'origine, je pourrais très bien souffler à 2 bar 4, donc 3400 millibars. Et à mon avis, ça ferait un score de barbare, c'est sûr. Ouais. Mais bon, je suis intimement convaincu que si je souffle aujourd'hui à 2 bar 4, le moteur il se coupe en deux. Ce qui est intéressant, parce que c'est quand même un outil qui a demandé du travail et du développement, et sur lequel on doit s'attarder, c'est sur cette fameuse sonde thermocouple en fait que tu as, qui arrive sur le turbo, qui au passage te redonne directement l'info. Donc forcément au calculateur, dans le calculateur, mais surtout sur le tableau de bord. Voilà, alors en fait, moi, ce que je voulais, c'est avoir une visu continue sur mes températures d'échappement. Quand tu fais des essais en pleine charge, alors tu as le logger qui tourne, donc le logger, c'est la télémétrie, qui enregistre les données, mais il y a certains paramètres que je veux absolument avoir en visu, et notamment les températures d'échappement, quand tu arrives dans des zones comme ça de fonctionnement que tu connais pas en fait, parce que les premiers tirs que tu fais, tu te dis, ben, on verra bien, quoi. Et là, clairement, moi, je voulais avoir ce visuel. Je m'étais fixé dans ma tête 900 degrés max. Et voilà, là, actuellement, vraiment en full power, on atteint 880 grand max. Donc, je suis satisfait. Là, le turbo, enfin, pour donner un petit peu un ordre d'idée du travail nécessaire, ce turbo, on peut le trouver assez facilement. Nous, on peut le fournir facilement. Comment ça se passe ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les manufacturiers de turbo actuellement qui sont susceptibles de proposer ce type de produit sur le turbo Conti de Gen 4, c'est essentiellement des bêtas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des turbos qui sont en développement. Donc, il y a beaucoup de tuners mondiaux qui travaillent dessus. Il y a encore des améliorations à apporter. C'est le cas sur le nôtre. On va être totalement transparent. Il y a un très bon comportement à haut régime. En bas régime, il y a des progrès à faire. On a des phénomènes de surge qui sont compliqués à maîtriser, mais c'est le cas de beaucoup de fabricants de turbo à l'heure actuelle. Il n'y a pas de produit réellement fini encore sur cette génération-là. Pour l'instant, des vrais développements, on va dire, clé en main, monter ça fonctionne, c'est encore un petit peu tôt. C'est encore un petit peu tôt. Est-ce que quand tu as commencé ce projet, tu t'es dit, tiens, il faut que je visualise un score, je visualise un temps, tu avais ça comme objectif ? Bien sûr. Moi, clairement, dans ma tête, si le bloc le permettait, c'est-à-dire que si on n'avait pas une casse moteur avant, mon idée, c'était de faire 600. 600 ? Ouais. Mon idée, c'était de faire 600. Là, tu es en train de me dire que dans ta petite tête, quand tu t'es dit la dernière fois qu'on s'est quitté,
on va déjà faire un petit projet fou, on va mettre le turbo stock, mais on va mettre des MPI et tout, on va dépasser les 500 chevaux déjà. On annonçait ça comme un truc de zinzin. Là, toi, tu me dis tout calmement, sur cette Golf 8R, on va lui mettre 6, enfin, en tout cas, dans ton plan, toi, tu t'étais dit 600 si ça casse pas avant. C'est ça, exactement. Parce que là, c'est du... Bien sûr. Là, on navigue dans l'inconnu, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on fait partie des premiers à essuyer les plâtres. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans une zone inconnue. On sait qu'il y a certaines modifications mécaniques qui ont été apportées par le constructeur. On n'a absolument aucune idée des résistances mécaniques la tolérance, qui sont induites par ces nouvelles pièces. Donc, pour le coup, on aurait pu se dire 550 et on arrête là. Mais 550, c'était pas loin de ce qu'on faisait avec le turbo d'origine et les MPI. Ouais. Donc, il fallait que ça ait du sens. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à faire un résultat qui est, j'ai envie de dire, bien. Voilà, on va dire que c'est bien. Après, c'est un résultat que je ne peux pas garantir. C'est impossible de garantir un tel résultat sur un moteur d'origine. Pour te donner un ordre d'idée, ce niveau de puissance, on en parlera plus tard, des résultats, mais à ce niveau de puissance sur un Génération 3, c'est que des blocs forgés. À ce niveau de puissance, le Génération 3, il est coupé en deux déjà. Oui. Bah, de toute façon, on avait fait une vidéo là dernièrement. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder, mais sur une Cupra qui était en stage 4, bloc forgé, qui est chez nous dans l'agence du Luxembourg, qu'on salue. Et en gros, pour aller chercher des scores, je crois on était au-delà de 550 à peu près sur la Cupra, 550 je pense. On était sur un bloc forgé. Tout à fait. Donc, et là, sans forger le bloc, juste turbo et beaucoup de travail forcément. Mais déjà, on se dit qu'il y avait quelque chose à aller chercher, mais 600 chevaux. Moi, je t'avoue que ça me met sur le cul. Parce que déjà, quand j'ai essayé les autos folles là-bas au Luxembourg et que tu vois ce que ça sort déjà, 550 chevaux sur une Cupra, je me dis, mais 600 chevaux. Là, l'avantage au moins, c'est qu'on a du 4 roues. Ça, déjà, ça me plaît. Parce que là, on a de la motricité. Tu n'auras pas trop de problèmes de motricité, sachant qu'en plus, avec le nouveau turbo, on a un phénomène de ce qu'on appelle le lag. C'est-à-dire qu'en fait, le turbo, étant donné que l'équipage mobile est plus lourd, il met plus de temps à se mettre en mouvement, donc on a moins de vélocité. Plus tard, je veux dire. On a moins de vélocité en bas. Par contre, quand ça arrive, c'est plus violent. Voilà, c'est plus violent et c'est plus véloce. Ça me plaît ça. Mais du coup, ok. D'ailleurs, parce que là, on a augmenté de façon considérable les performances. Est-ce que au niveau de la boîte, tu as dû retoucher ce qui avait été fait? Au préalable, de toute façon, à partir du moment où j'ai commencé à viser un objectif en termes de puissance moteur, j'ai reconstruit le fichier de boîte afin de pouvoir supporter l'excédent de puissance. Au jour d'aujourd'hui, on est sur un niveau de perf, sur donc là la boîte, pour rappel, c'est une DSG7 DQ381 Gen 2. On est déjà sur un niveau de perf qui est très élevé pour ce type de boîte. Parce que déjà, elle, je crois qu'on avait dit à partir de 500, c'est quelque chose qu'elle en fait, il faut déjà commencer à recalibrer à partir de 500 newtons, ce qui est déjà quasiment ce qu'on fait en stage 1. Donc, c'est pour ça qu'on, d'ailleurs, sur ces générations-là, on le rappelle, mais en gros, sur le stage 1, vu qu'on sait que tout de suite, on va dépasser les 500 newtons et que c'est pas quelque chose qu'elle est habilitée à faire, en tout cas d'elle-même, il faut lui faire un réapprentissage. De toute façon, c'est mieux. Et puis, il faut recalibrer toute la partie plateau, toute la partie TCU, donc ce qu'on appelle le TCU, c'est le calculateur, mais de la boîte de vitesse. Mais d'ailleurs, moi, je l'ai vu parce que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, moi-même qui a un centre à Montpellier, j'ai fait quelques Golf 8R, notamment avec de jolis scores. Et effectivement, on se rend tout de suite compte de la différence qu'il y a dès que tu reprogrammes la boîte et quand tu le fais pas. Petit spoiler dessus, est-ce que on vise quelque chose au-delà de 600 newtons là-dessus? Oui. Là, comme ça, là. On est plus proche des 700 que des 600. Mais non, en fait. Si. Donc là, plus de 600 chevaux et presque 700 newtons. Bah oui, et puis c'est ce que c'est en train de... Ça va. Pour les gens qui nous regardent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle d'un moteur de litre. Donc, on parle d'objectifs où on est à 300 chevaux au litre sur un bloc de série. 300 chevaux au litre sur un bloc forgé avec beaucoup de matériel, c'est pas grand-chose parce que tout est conçu pour ça. Sur un bloc de série, faut quand même saluer le taf des gens de chez Volkswagen, de chez VAG.
Parce que ça encaisse là. Ça commence à être véloce. Ouais. Même moi, je vais être honnête avec toi, il y a l'ange et le démon, si tu veux. Il y a l'ange qui te dit arrête tout parce que tu vas tout casser. C'est le moment. Et puis il y a le démon qui dit ouais, mais si on va pas plus loin, on saura jamais si ça passe ou pas. Ouais. Comme je te dis, on essuie les plâtres. Ah, mais je vois bien à chaque fois vous les ingés, quand je passe à côté de vous, j'entends on lui mettrait pas 50 grammes en plus et tout. Enfin, c'est des trucs de fou à la fin. Ouais, tu te dis à quel moment tu t'arrêtes. On est quand même obligé d'y aller tout doucement. Eh oui. Tu vois, parce qu'il faut déjà vérifier que tout va bien, que le fuel suit, qu'on ne se retrouve pas à faire des corrections d'avance, qu'on n'ait pas du knock, de la pré-ignition. Enfin, c'est des moteurs qui sont équipés de nouvelles techno, qui sont capables de détecter vraiment tu vois, c'est très très fin comme réglage. Et donc il faut être capable déjà, il faut être capable de faire de la télémétrie. C'est quelque chose qui est important de signaler, c'est que au jour d'aujourd'hui, chez BR Performance, on a des outils qui nous permettent de loguer toutes les variables qui sont dans le calculateur. C'est-à-dire qu'on a accès à 30 000, 40 000 variables. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial quand tu fais des développements aussi poussés. Parce qu'avec les loggers qui font la télémétrie, on va dire du marché classique, tu as accès à 40, 50 variables qui sont les grandes variables. La pression de turbo, la lambda, les pressions d'essence, les temps d'injection. C'est très bien, hein, c'est déjà un très bon outil, mais il y a des choses que tu dois connaître, que tu dois approfondir, ne serait-ce que pour comprendre les process. La logique. Ne serait-ce que pour comprendre les process. De voir, là, j'ai mis telle valeur, quelle variable répond à la valeur que j'ai mis et comment ça se comporte, tu vois. D'accord. Ça, c'est pour ça que c'est aussi long, en fait. Parce qu'on se doit de savoir exactement ce qu'on fait dans toutes circonstances. Bon. Donc, du coup, de toute façon, pour rappel, là, aujourd'hui, on est sur un stage 3 sur lequel nous, on a changé le turbo et on a rajouté une rangée d'injecteurs secondaires. C'est ça. Enfin, pour alimenter. Indirect, donc le MPI. Pour rappel, sur la commercialisation future d'un stage 3, de toute façon, on sera, nous, sur une proposition qui sera, on rajoute un turbo si on veut rester sur du sans plomb. Oui. D'accord? Parce que du coup, on n'aura pas besoin d'envoyer trop d'essence, donc on sera encore dans ce que la voiture 3, sait faire. Ouais, en fuel, mais on aura un apport d'air sur le turbo. C'est ça. Et donc, avec ça, on pourra aller chercher des scores qui peuvent être… Actuellement, les plus performants du marché, ils sont à 530, 540. Voilà. Donc là, il y a probablement moyen d'aller plus loin en faisant beaucoup de dev et peut-être en prenant des risques. Mais déjà, 530, 540, c'est déjà un beau step par rapport à un stage 2 déjà bien véloce donc avec un turbo et le fuel d'origine. Ouais, tout à fait. 530, 540, ouais. À peu près sur cette forme-là. Et par contre, si on veut passer dans un système où on est sur de l'éthanol, l'idée, c'est plutôt de rester sur un stage 2, donc laisser le turbo d'origine et d'avoir le carburant pour rester sur un C'est clairement, de toute façon, une limite de fiabilité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir alimenter le moteur en carburant. Donc, si on a du bioéthanol, a fortiori en été où le niveau d'alcool est plus élevé, on reste sur un stage 2. C'est déjà une auto très performante en stage 2. Honnêtement, c'est un très bon compromis. Là, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on la passe au banc. Parce que c'est bien beau les explications, mais les chiffres parlent. Donc on la passe au banc et on se retrouve juste après pour commenter les résultats. Super. Allez, let's go. Bon, Colin, ça y est, la loi des chiffres a fait son œuvre. On vient de la passer au banc. Je dois dire que juste comme ça, si je regarde même pas la partie des chiffres que tu vas commenter juste après, franchement, la qualité de la courbe, je la trouve vraiment dingue. C'est linéaire, c'est propre, ça monte bien jusqu'en haut. Puis au niveau des chiffres, vas-y, annonce-nous la couleur. Parce que déjà, ce que tu commentes sur la courbe, c'est intéressant parce que tu vois, là, typiquement, on a fait monter le couple relativement progressivement. Pour deux raisons, c'est un, préserver le bloc pour pas lui envoyer 700 newtons à 2005, et deux, pour des problématiques de surge, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc
on monte en pression doucement et ensuite on essaye de tenir le plateau le plus longtemps possible pour aller chercher de la Pmax. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on prend 600 newtons ici, tu vois qu'on a une plage de 3002 à quasiment 7000 tours, où on est au-delà de 600 newtons. C'est dingue. Alors on se rapproche plus d'une courbe type compresseur atmosphérique avec une puissance qui monte, qui grimpe progressivement, du fait justement qu'on a limité le couple en bas, histoire de préserver et le bloc et le surge. Et donc, ben voilà, ce que je te disais, c'est que nos objectifs, c'était 600 HP, 700 newtons. Franchement, je dois dire chapeau maestro, parce qu'on avait dit 600 chevaux. Après, on s'est efforcé aussi de ne pas aller plus loin, parce qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Mais bon, voilà, comme je t'expliquais, il y a un moment donné où le bloc aurait dégagé. Les gars, 600 chevaux, enfin 603 chevaux, 2,9, 698 newtons, on est sur une Golf 8R. À savoir que là, il a fallu quand même la tenir sur le dyno. Parce que, sur le passage au bord. On vous a caché les images elle veut grimper sur les rouleaux. On était 4 dans le coffre, 2 sur les portes arrière. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi pour qu'elle puisse avoir un maximum de grip. 603 chevaux, 698 newtons. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pari tenu. Bravo. ESC off, confirme, parce qu'on est des déglingos. Bon, on se retrouve pour l'essai de cette Golf 8R Stage 3. Maintenant, vous le savez, moi ce que j'aime bien, c'est le bitume, c'est l'asphalte. Et maintenant, on va aller voir ça en essai. Donc ce que je vous propose, c'est déjà une petite accélération pour avoir le premier feeling d'accélération. C'est parti. C'est absolument dingue. J'ai l'impression d'être dans une mini RS6. Je sais ce qui vous plaît, vous, c'est le massacre de la mécanique. On va faire un petit départ arrêté pour se faire des petites sensations. Juste un tout petit départ arrêté, d'accord? Allez, c'est parti. Même comme ça, c'est absolument... Je m'en lasse pas, l'accélération, elle est dingue. Elle arrache tout. Elle arrache tout, c'est simple. Avec nos ingénieurs, on a fait en sorte que le couple arrive tard, justement pour pas qu'il y ait trop ce coup de pied au cul au démarrage et qui est beaucoup plus plaisant à conduire parce que vraiment, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et ça, vraiment, c'est top à l'essai. On se retrouve après l'essai de cette Golf 8R qui, comme vous avez pu le voir, était vraiment démoniaque. Moi, dans cette catégorie-là, c'est vraiment mon coup de cœur. On a de la puissance, on a du couple, c'est vraiment propre à conduire. Maintenant, je vous dis qu'on sera au Exclusive Drive du 17 au 19 mars. Venez, il y aura vraiment tout ce que vous aimez, de la grosse voiture, du baptême, du circuit, ça va être une bonne ambiance. Et ensuite, on se retrouve au Brûleur de Gomme, donc le 1er et 2 avril. On sera avec toute l'équipe BR Performance, nos chocars. Venez avec nous. Et puis, comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, vous mettez la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on sort. Vous mettez le petit like, le commentaire et vous abonnez à l'ensemble de nos réseaux.